Merci beaucoup, Nicolas Kramar, c'est vraiment passionnant. On enchaîne tout de suite avec Bénédicte Ramal. Pour rapidement présenter, Bénédicte Ramal est chargée de cours à l'École des arts visuels et médiatiques depuis 2017. Elle est lauréate 2024 du prix d'excellence en recherche et en recherche-création pour les personnes chargées de cours de la Faculté des arts. Elle est aussi chargée de cours au département d'histoire de l'art et cinématographique de l'Université de Montréal depuis 2013. Après avoir enseigné une dizaine d'années auparavant à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Oui, c'est bon. Okay. Historienne de l'art, elle s'intéresse tout particulièrement aux pratiques artistiques en lien avec les enjeux environnementaux et écologiques depuis la fin des années 1990. Son ouvrage Vers un art anthropocène, l'art écologique américain pour prototype, consacré à la réhabilitation de ce mouvement artistique apparu au cours des années 1960, a été finaliste du prix Pierre Beck du livre d'art et de l'histoire de l'art en 2023. Cet ouvrage, paru en 2022 aux presses du Réel, actualise sa recherche doctorale réalisée en esthétique et histoire de l'art à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Chercheuse associée à la chaire Créate de l'Université de Montréal, elle développe actuellement une expertise sur les émotions associées au changement climatique dans l'art contemporain. En avril 2024, elle a dirigé la programmation du 16e colloque international Max et Eric Stern sur le thème Plus humain, plus nature, au-delà du plan. Critique d'art depuis 25 ans, elle a développé une expertise qui couvre les champs de la création contemporaine et de sa spécialisation universitaire. Dans sa pratique curatoriale, elle a mis en espace les interrogations et découvertes réalisées au cours de ses recherches et de celles de plusieurs artistes. Il s'agit du concept de nature culturelle et des pratiques artistiques du déchet, de la biodiversité ou des temporalités de l'anthropocène. En 2024, elle a exposé les produits culturels de jardin photographique de David Lafrance à la salle Alfred Pelland à Laval et articulé une relecture éco-critique du Land, artiste britannique Richard Land, en conversation avec l'artiste française Lydie Jandy-Panel, dans une monographie extensive au Centre d'art de Tannerie d'Amélie. Elle prépare un commissariat en 2025 pour la galerie de l'UDM sur les pratiques artistiques de l'éco-anxiété. Elle a aussi été conseillère scientifique et productrice de contenu pour la mode Art et écologie du Centre Pompidou, offert à l'automne 2022 et coproduit par l'UQAM et le Centre de recherche Figura sur les théories et pratiques de l'imaginaire. Bénédicte Kramat est actuellement conseillère scientifique pour la Fondation Grantham pour l'art et l'environnement et pour le musée Panthécaïaire. Je vous cède la parole. Merci beaucoup, Julien. Merci pour cette présentation qui, qui m'a précédée, qui était super intéressante et qui a vraiment bien mis la table sur toutes les notions d'anthropocène sur lesquelles donc je n'aurai pas à revenir. Je vais me pencher plus précisément aujourd'hui à la fois sur les approches qui s'offrent aux historiens et historiennes de l'art pour pratiquer l'anthropocène dans leurs analyses et dans le champ également du commissariat. Ces pratiques de l'éco-critique, elles existent à peu près depuis le début des années 2000. On les a d'abord trouvées chez des chercheurs états-uniens comme Gregory Thomas, Alan C. Braddock. On a également Steven Eisenman sur l'impressionnisme, et puis encore Alan C. Braddock et Carl Khosrow. Chez les historiens, mais qui ont touché à l'histoire de l'art comme Gillian Darcy Wood, qui a étudié l'année sans été de 1816, qui a été l'année durant laquelle Mary Shelley a inventé Frankenstein, merci, et puis dans laquelle on a des tableaux extrêmement intéressants, notamment chez William Turner, dont les ciels témoignent en fait de ces changements environnementaux liés à cette irruption volcanique du Tambora. La pratique d'Andrew Patrizio à l'université d'Édimbourg essaye aussi d'avoir cette vision très extensive de l'éco-critique. On retrouve Carl Khosrow ici, je vous ai mis des publications récentes, et puis en langue française, on
on n'est pas si nombreux et nombreuses. Alexis Metzger a vraiment développé sa lecture paléo-climatologique à partir des œuvres du siècle d'or hollandais. Estelle Zong-Mengal, elle, avec son ouvrage Apprendre à voir, a tenté donc une théorie du point de vue et des sensibilités du vivant. Et puis donc moi, il y a 2 ans, en refondant cette thèse qui avait déjà quelques années, eh bien, je me suis livrée à cette relecture éco-critique d'un petit mouvement américain, enfin états-unien, qui était resté un peu dans l'ombre du land art et que j'ai finalement fait basculer du côté de l'anthropocène. Et j'ai fait en fait de l'éco-critique sans le savoir durant en fait cette préparation de thèse parce que j'ai travaillé le contexte environnemental de ce mouvement-là, de vraiment essayer de comprendre pourquoi on ne l'avait pas vu, mais j'étais bloquée dans un certain fixisme de l'histoire de l'art qui était vraiment le land art comme le mouvement diapason à partir duquel vraiment étudier mes propres corpus. Donc j'ai pris mon courage à 2 mains et puis j'ai vraiment cherché à faire de ce mouvement un mouvement indépendant. C'est pas parce qu'il est parfaitement contemporain du land art, qui s'occupe de questions liées à la nature et au paysage, qu'il s'agit en fait de jumeaux séparés à la naissance. On est clairement dans 2 mouvements qui sont très distincts et toute l'entreprise de l'ouvrage a été effectivement de travailler sur des doubles effets de contexte, le contexte historique, rétroactif lié à l'Anthropocène et de finalement de m'inscrire dans cette structuration des humanités environnementales qui convoque les sciences dures, comme on vient de le voir au Musée de la Nature du Valais, avec les sciences culturelles, les sciences humaines, et d'arriver de cette manière-là à cultiver en fait des relations et des mises en dialogue qui puissent participer à l'élaboration d'une couche d'analyse supplémentaire à celle des œuvres d'art qu'on connaît actuellement. Donc, dans ces approches de l'éco-critique, je vais les balayer assez rapidement quand même parce qu'elles sont pas toutes très familières. Il y a les approches par les cultures matérielles. Par exemple, ici, on peut s'intéresser à ce cabinet de 1760 qui est en bois d'acajou et de tulipier. Et là, on va plonger à la fois dans l'histoire des matières premières, donc cette histoire botanique et biologique, mais aussi dans l'histoire de l'esclavagisme, puisque l'exploitation du bois d'acajou, ici c'est un bois d'acajou qui vient de Jamaïque, elle est liée à l'esclavagisme et on a décimé les forêts de bois d'acajou et de tulipiers pour pouvoir y planter de la canne à sucre principalement. Et ce bois-là, qui est donc vraiment un bois symbolique de toute cette expansion de l'esclavagisme dans les Caraïbes et qui renvoie aussi à la croissance d'une haute bourgeoisie liée à l'industrie sucrière aux États-Unis, et bien tout ça est lié en fait à cette approche de culture matérielle et à penser aussi la disparition des espèces en lien avec l'extractivisme et de pouvoir lier de cette manière-là les différentes cultures matérielles et les différentes histoires, tout en étudiant bien évidemment le style de ce cabinet, dans quel contexte aussi de l'histoire de l'art. Parce qu'il faut jamais oublier que ces lectures-là, c'est comme les lectures décoloniales, ce sont des lectures qui viennent s'ajouter et non pas remplacer un premier canon et une première histoire et un premier substrat qui a été travaillé, qui est notamment un substrat matériel. Donc on est vraiment dans des ajouts et des stratifications. Finalement, on fait une sorte de géologie d'histoire de l'art où on va venir vraiment ramener des contextes qui viennent compléter le contexte de l'histoire de l'art qui est le nôtre. On a évidemment l'éco-critique, elle va toucher à tout ce qui sont les approches littérales. Donc ici, une œuvre du baron Félix Tonnet de 1843 qui documente en fait la déforestation amazonienne au profit de la culture du café au Brésil et où on a effectivement, on voit vraiment l'exploitation du bois qui vient aussi participer au goût pour le bois exotique que l'on va retrouver dans l'essor d'un certain art décoratif de l'époque. Parmi ces approches littérales aussi, c'est ressortir tout un tas de petits genres paysagers. Ici, c'est vraiment la peinture charbonnière de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle au Pays de Galles, qui est typiquement le genre de peinture qui n'intéressait personne et que l'Anthropocène vient vraiment sauver. L'Anthropocène amène un souffle dans l'histoire de l'art qui permet de s'intéresser
à des natures mortes qui n'étaient pas tellement exceptionnelles, ou des petits paysages qui étaient vraiment qu'on regardait un peu comme l'enregistrement d'une sorte de climat local, mais qui ici, dans la perspective de l'Anthropocène, bien évidemment s'inscrire dans la compréhension de la révolution industrielle et ses impacts environnementaux qui sont ceux que nous vivons aujourd'hui. On paye des additions qui ont été finalement créées au moment de cet essor et qui fait que l'Anthropocène peut parfois être qualifié de capitalocène puisqu'il est vraiment lié à l'essor de cette révolution industrielle britannique. Alors après, il y a des procédures d'enquête qui parfois amènent à rendre révélatrices des œuvres absolument euh, sans symptômes. Celle de gauche de Thomas Hickins, ça c'est une des démonstrations les plus probantes d'Alan C. Braddock. Alan C. Braddock montre dans cette allégorie de la rivière Schuylkill qu'à ce moment-là, Thomas Hickins travaille à la défense du cours d'eau à Boston qui est particulièrement pollué et qui a empoisonné certains de ses proches et qu'il va faire partie d'un comité citoyen pour essayer vraiment de défendre la rivière qui n'apparaît pas sous forme de rivière ici, mais sous forme allégorique. Donc, où on est vraiment ici dans un jeu d'enquête extrêmement compliqué à aller chercher dans tout un tas de références des contes de la ville, des enquêtes journalistiques, donc où on est vraiment dans une œuvre qui ne nous dit rien a priori du contexte environnemental de sa création, mais qui en fait renvoie effectivement à ce contexte environnemental. Même chose chez Théodore Rousseau, dont on sait que c'est vraiment le grand peintre défenseur de la forêt de Fontainebleau, qui a écrit des pétitions adressées à l'empereur Napoléon III, mais qui en fait selon Greg Thomas, qui a été vraiment le premier à étudier cette convergence et cet engagement, eh bien, Théodore Rousseau, ici, pour Greg Thomas, c'est l'œuvre la plus symptomatique de son engagement environnemental, même si elle ne montre pas justement la forêt de Fontainebleau en train d'être exploitée sur le plan de l'industrie forestière, l'industrie du bois. C'est au contraire vraiment la forêt dans son état le plus préservé, mais qui n'est pas la forêt la plus belle de Fontainebleau. Donc, où il montre en fait la forêt humble, la forêt qu'il tient à protéger et qui est cette forêt qui est justement en train d'être exploitée. Donc on le voit, c'est en dehors des évidences, en dehors des œuvres littérales, eh bien on a ce travail-là. Le travail paléoclimatologique, je vous le disais, notamment chez Alexis Metzger, mais aussi chez Gillian Darcy Wood, va s'intéresser à des conditions climatiques. Metzger fait une démonstration assez éloquente, effectivement, de la condition de l'hiver en Flandre au moment où Bruegel et ses comparses représentent énormément l'hiver. On pourrait avoir tendance à penser que c'est une conséquence directe du petit âge glaciaire qui sévit à cette époque-là, mais ce n'est pas si simple et toute la démonstration d'Alexis Metzger tente à montrer en fait la part d'imaginaire de l'hiver liée en même temps à toute une série de répertoires parce que les premiers relevés climatologiques et météorologiques datent de cette époque-là et sont très précis. Donc on peut vraiment croiser les différentes informations. Il y a des lectures plus impressionnistes comme celle d'Estelle Zong-Mengal qui a tendance à survoler un peu ces exemples et à ne pas fouiller. Ici, dans cette nature morte dite à la Grande Touffe de Dürer, on a une œuvre qui est extrêmement importante parce qu'elle vient se focaliser sur des espèces qui sont vraiment des espèces communes qu'aujourd'hui même, nous, dans nos sociétés, on considère comme des mauvaises herbes, comme le plantain. Or, le plantain fait partie de ces plantes communes qui sont médicinales et qui poussent de façon spontanée et que Dürer s'intéresse à cette touffe d'herbe qui est spontanée, qui est montrée avec son substrat terrestre, eh bien, est un signe d'une attention particulière à un moment donné où on va se détacher de l'herbier dans l'histoire de la peinture pour vraiment travailler à une représentation plus réaliste et contextualisée de certains morceaux de nature. Estelle Zong-Mengal n'en dit rien du tout. Elle regarde cette touffe d'herbe et en fait une lecture très impressionniste qui, moi, ne me convient pas, mais qui conduit tout de même à choisir des points de vue qui sont différents. C'est ce qu'on peut lui reconnaître.
Du point de vue de ma pratique, je vous montrerai deux choses aujourd'hui. Effectivement, le travail que j'ai fait autour de Richard Long, on va retourner dans des questions de pierre et de géologie pour un instant, et puis ensuite un exemple de relecture à partir de l'exposition de Nicolas Party qui a eu lieu au Musée des Beaux-Arts de Montréal en 2021. Cet été, on m'avait proposé de travailler sur deux monographies, dont notamment de montrer des œuvres de Richard Long. Richard Long, je m'y suis jamais intéressée autre que ce qu'il fallait que je fasse pour la base, connaître le land art britannique, parce que pour moi, Richard Long faisait partie de ces artistes un peu inconscient, un peu irresponsable, alors même que en 1967, il crée cette première œuvre, Line Made by Walking, qui est une œuvre séminale du land art britannique. On a quand même sur les côtes britanniques une marée noire, la marée noire du SS Torrey Canyon. Et puis lui, il est dans sa petite campagne, il fait sa ligne droite dans l'herbe. Et moi, je trouvais ça absolument irresponsable, travaillant déjà sur les questions environnementales dans l'art, d'avoir quelqu'un qui ne veut pas voir ce qui se passe, qui ne fait pas écho du tout à cette situation environnementale. Donc pour moi, l'art britannique, c'était un peu comme une sorte d'idéal visuel qui correspondait pas du tout aux choses sur lesquelles je travaillais. Mais bon, on m'offre cette opportunité en me disant qu'on peut demander des œuvres qui sont dans les collections françaises. Alors, effectivement, je plonge dans ces œuvres et je m'intéresse et je décide de ne choisir que des œuvres de pierre, puisqu'il y a différentes modalités chez Richard Long. On peut montrer des photographies, on peut montrer des plans, on peut des cartes, de la cartographie, et puis on peut montrer ces sculptures minérales. Et puis, je me suis dit, sculpture minérale, c'est intéressant. Aujourd'hui, on parle du vivant comme concept qui vient remplacer la nature. Mais dans le vivant, s'il y a un règne qu'on a un peu plus de mal à maximiser, c'est le règne du minéral, parce que le minéral ne respire pas, ne parle pas, ne partage pas grand-chose avec nous. C'est lui qui est plus difficile, en fait, avec lequel connecter. Il y a cette difficulté-là. Donc, je me suis dit, ah, on va aller là pour justement essayer parce que l'Anthropocène aujourd'hui nous permet ces connexions-là, engage des choses plus subjectives et plus relationnelles avec ces éléments-là. Je me suis dit, OK, on va prendre des œuvres de pierre. Donc, j'ai pris ces trois œuvres-là. La première à gauche qui appartient au musée d'art moderne de la ville de Paris, celle du centre qui appartient aussi à PC de Bordeaux et celle de droite qui appartient au FRAC Bourgogne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fil de mes recherches, en fait, j'ai découvert que personne ne s'intéressait aux pierres est utilisé. Si ce n'est de dire que, effectivement, le cercle d'ardoise de Cornouailles, par exemple, dont j'ai des détails ici, l'ardoise de Cornouailles, elle est exploitée dans une mine pas très loin de chez Richard Long. Elle fait partie du contexte dans lequel il a pu grandir et c'est une pierre qu'il utilise relativement souvent. Mais on ne dit rien de cette ardoise de Cornouailles. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est qu'on ne dit rien que à propos du fait que c'est une pierre extractive. Ce sont des pierres qui proviennent de mines. Ce ne sont pas des pierres trouvées. Ce ne sont pas des pierres dites naturelles. Ce sont des pierres qui ont été travaillées. Oui, il utilise très souvent des éclats qui sont de l'ordre presque du rebut, mais il s'agit tout de même de pierres qui ont été non pas trouvées, mais fabriquées par explosion et par exploitation. Donc là, tout d'un coup, le travail de Richard Long a été beaucoup relu ces dernières années comme un slow art, comme quelque chose à faible impact. Non, c'est quand même des œuvres qu'il faut charrier avec des camions qui ont été travaillées par des explosifs. Donc, on a quand même des œuvres qui sont comptables d'une certaine empreinte environnementale, bien plus qu'on avait pu l'imaginer. Et puis, c'était aussi me relier au temps des pierres. Cette œuvre-là, je ne la connaissais qu'en représentation par les photographies que m'avait donné le FRAC Bourgogne, et les pierres étaient complètement grises. On les a sorties des caisses et elles sont complètement oxydées. Ces œuvres, ces pièces-là de schiste rouge de Saint-Just, donc d'une carrière en Bretagne, à côté d'un site mégalithique, elles s'effritent, elles sont en train de disparaître. Pour moi, des pierres, c'était archi stable. Ça n'avait pas de vie. C'était là pour l'éternité.
Or, toutes ces pierres-là sont en souffrance alors même qu'on n'expose pas ces œuvres. Ce sont des œuvres qu'on a très très peu montrées en fait depuis leur création et qui sont essentiellement des œuvres qui passent leur temps en caisse. Donc, j'étais extrêmement surprise de cette vie des pierres. On pourra en reparler avec mon comparse du jour parce que pour moi, la pierre n'était pas vivante à ce point qu'elle pouvait perdre finalement sa vitalité en étant stockée pourtant dans des conditions muséales ad hoc. Et dans la troisième œuvre, celle du CAPC, là, j'ai découvert avec beaucoup de surprise qu'on en était à sa troisième itération. En fait, il a déjà fallu refaire, c'est la deuxième fois qu'on refait intégralement l'œuvre. Je vous la remets ici. euh, au centre, c'est cette ligne de 40 mètres de long, donc en calcaire blanc. Et en fait, cette œuvre-là, elle est traditionnellement montrée en plein air sur le toit du CAPC. Donc évidemment, calcaire plein air, érosion maximale et accélérée. Et donc en 2013, on a déjà refait faire une ligne complète à partir de moellons de calcaire neuf. Et en 2024, c'est la raison pour laquelle on a pu obtenir ce prêt, eh bien l'œuvre était de nouveau en train d'être rééditée, donc vraiment complètement, non pas restaurée, mais recréée. Donc, on a pu la faire venir de la mine avant qu'elle ne se rende à Bordeaux. Donc, c'est quand même 18 tonnes de roches qu'il faut faire venir, qu'ensuite il faut disposer à la main avec beaucoup de précautions parce que c'est vraiment du moellon très friable. Et donc, j'ai découvert, parce que je m'étais jamais intéressée à la provenance de ces pierres, euh, eh bien, que elles étaient fragiles, qu'elles avaient une histoire, que cette ardoise de Cornouailles, elle est utilisée depuis le Moyen Âge en Grande-Bretagne pour vraiment servir à l'architecture, que l'ardoise, elle fait partie de la même famille des schistes à laquelle appartiennent les pierres rouges de l'alignement de gauche, que ces pierres rouges-là, elles ont vraisemblablement servi à des mégalithes du néolithique, entre le néolithique et l'âge de bronze. Et puis, donc, le calcaire, lui aussi, une pierre qui est, alors, si je veux pas dire de conneries, parce que là, j'ai quand même quelqu'un qui s'y connaît très, très fort. Le calcaire de White Rock Line, il est extrait de filons qui remontent jusqu'au Jurassique et s'étendent jusqu'au Crétacé. Donc, où on est vraiment dans des échelles de temps extrêmement longues, mais qu'il a fallu complètement recréer. Donc, comment en fait ensuite restituer tout ça au public? Ben, ça a été effectivement de leur permettre de voir ces œuvres dans un contexte différent. Généralement, elles ont toujours été montrées complètement solitaires, mais c'était de profiter de cette ancienne tannerie militaire, donc qui a des proportions très très grandes, transformée en centre d'art, pour montrer ces œuvres, mais faire en sorte que le visiteur et la visiteuse n'ont jamais un point de vue global de ces trois œuvres. Ce sera toujours parcellaire, ce sera toujours si vous voyez White Line Rock, vous la verrez toujours seule avec des petits bouts des autres, mais c'est-à-dire de ne pas avoir de point de vue globalisant sur les questions. Parce que l'idée, c'était de se dire, l'éco-critique, ça donne quoi une fois mise en espace? L'anthropocène, ça donne quoi une fois mise en espace quand on veut pas des cartels extensifs, quand on est dans un centre d'art et pas dans un musée des sciences? Je suis pas là pour faire une leçon d'histoire, j'en ai pas les compétences, mais je peux partager ce que j'ai découvert sur la vie des pierres, sur la jeunesse de ces œuvres, sur la question des temps longs et des temps courts, de pouvoir justement aussi avoir un espace qu'on pouvait complètement ouvrir sur l'extérieur et permettre aussi à ces pierres d'être à certains moments très éclairées par le soleil, à d'autres de s'éteindre d'une certaine façon, et donc d'essayer de trouver par ce rythme naturel, tout en étant dans l'espace aussi surnaturel que peut être un espace d'exposition, une sorte de mise en relation et de mise en dialogue et de pouvoir travailler de cette manière-là, spatialement aussi, à la découverte, à la mise en corps finalement de toute cette matière minérale et à cette façon de pouvoir se pencher sur ces pierres, de pouvoir vraiment les ausculter aussi dans leur intimité, de pas être simplement dans un rapport iconographique comme ça avait été le mien en fait pendant plusieurs années. Donc ça, c'est pour l'expérience curatoriale, de mise en critique aussi de ces œuvres, c'est-à-dire de ne pas les regarder béatement comme une sorte de refuge un peu zen, parce que l'autre exposition que j'avais faite avec Lydie Jandipanel, elle est très
elle était très énervée, très éco-anxieuse, et ça, c'était à l'étage du centre d'art. Donc, on pouvait vraiment commencer par ce temps très long des pierres, aller s'énerver à l'étage et puis revenir en bas pour décanté, mais en même temps, on est quand même dans des œuvres issues de l'industrie extractive, de toute une culture aussi de l'extraction minière assez débridée, donc de pouvoir aussi, dans ce lieu industriel lui-même très froid et assez gigantesque, de pouvoir travailler à ces mises en relation. Est-ce que ça a marché? Peut-être pas. Peut-être que les gens ont juste eu du plaisir esthétique. Ça fonctionne aussi pour moi. Mais l'idée, c'était de moi de me positionner en tant que commissaire vraiment et de faire une proposition qui physiquement les met en scène en essayant des choses, mais ensuite dans l'accompagnement textuel de pouvoir proposer un point de vue plus critique. Lorsque j'ai été amenée à collaborer avec Nicolas Party pour son exposition L'heure mauve, Nicolas Party m'a vraiment on a échangé vraiment au début de la maturation de son projet. Grosso modo, pour la faire courte, il avait les clés des collections du Musée des Beaux-Arts de Montréal avec vraiment une invitation à se faire plaisir dans une sélection d'œuvres qui pouvait vraiment être faite dans tous les départements. Et Nicolas, quand on s'est rencontrés, eh bien, avait fait une présélection, mais il était encore assez flou dans ce qu'il recherchait. Et puis à ce moment-là, c'était en 2021, les très grands feux en Californie qui altéraient jusqu'à la qualité de l'air à Montréal. Quand je suis ressortie du rendez-vous, le ciel était orange, la qualité de l'air était mauvaise et je me suis dit, mais comment est-ce que je peux écrire en dehors du monde alors que tout est en train de brûler, alors que la qualité de l'air est horrible autour de moi? Quelle influence va avoir le climat sur Nicolas et sur moi dans ce projet? Est-ce que le musée c'est un espace en dehors du monde, c'est comme une safe space, comme une panic room, ou au contraire c'est une chambre d'écho et d'amplification? Est-ce qu'on peut politiser en utilisant les œuvres? Est-ce que ça doit être aussi le mausolée pour les espèces disparues, les espèces vivantes? Donc j'ai commencé à travailler effectivement et à assumer ma subjectivité. Puis il y a eu un effet rebond, c'est que finalement dans l'exposition, j'ai découvert qu'ensuite Nicolas, à la suite de la rédaction de mon texte, avait fait une toile qui s'appelle Forêt rouge, qu'on voit mieux ici, et que finalement il avait rajouté des œuvres qui étaient des œuvres du XVIe siècle qui représente beaucoup la destruction de Sodome et Gomorrhe et qu'il l'avait placé opportunément à côté de ce siège fondu, de ce Chesterfield fondu qui est un projet de Gunnar Anderson de 1964 et donc l'accrochage était vraiment très frappant ici suite effectivement au contexte à partir duquel on a commencé notre collaboration dans cette exposition. Puis je m'intéresserai juste à une seule œuvre pour que ce soit le plus parlant possible, à cette nature morte avec gibier suspendu à décrocher un homard dans une assiette de porcelaine et un panier de raisins, pommes prunes et autres fruits sur une table partiellement drapée avec deux singes, de Franz Snyder de 1640 et qui était accroché dans ces conditions sur une murale au pastel de Nicolas Party. Et donc dans cette pastel, dans ce pastel géant, il a représenté des fruits imaginaires absolument parfaits de toutes les couleurs et qui était vraiment, lui, une façon de s'interroger sur l'abondance des fruits parfaitement calibrés, sur les étals de supermarché, de s'interroger sur la question de la fabrication des produits naturels et qui sont en fait industrialisés, sélectionnés, dénaturés pour répondre à une abondance continue sur nos étals complètement hors saison et qui la traduit donc plastiquement de cette façon-là. Ça m'a amené à moi à m'intéresser et à tomber sur un groupe de recherche en génétique botanique qui travaille avec des historiens de l'art qui s'appelle Art Genetics et qui demande, d'ailleurs, c'est un groupe de recherche qui fait appel aux citoyens, aux citoyennes pour qu'ils photographient dans leur musée ou dans les collections privées auxquelles ils ont accès des natures mortes dans lesquelles il y a des fruits et des légumes pour que eux puissent faire un travail de retraçage génétique et croiser avec leur banque de données, mais pour lesquelles leur banque de données génétiques, de graines et de spécimens, eh bien, ne leur donne pas d'idée des apparences des fruits et des légumes dont ils essayent de tracer en fait toute l'histoire génétique. Et donc, ils s'appuient à la fois sur des représentations
exposition de nature morte. C'est une collaboration entre David Vergoven, historien de l'art, et Yves de Smet, qui est biologiste, et qui ont créé donc tout ce programme de Art Genetics. Donc, vous voyez comment le projet m'a complètement ouverte à ces lectures-là qui sont parfois tricky parce qu'on va plus regarder les œuvres que comme des photographies et comme empreintes du réel, alors qu'il faut quand même se méfier des natures mortes. Elles ne sont pas toutes des représentations si fidèles. Il y a tout un arrangement aussi par rapport à la question de la prouesse picturale. Mais ça fait partie des pistes, justement, de l'éco-critique. Et Franz Snyder, cette nature morte-là, moi d'abord, je l'ai regardée comme un carnage. Je l'ai regardée comme un carnage environnemental, avec un fan préparé pour la cuisson. Enfin, il y a différents stades du passage de l'animal à la viande. Il y a des brochettes d'oiseaux en plumes. La torsion du corps du chevreuil, si je reviens en arrière, est absolument douloureuse, elle est spectaculaire, donc on est vraiment aussi dans l'opulence, dans la consommation excessive. Si on regarde vraiment dans le prisme de l'Anthropocène, c'est non seulement une nature morte qui, à l'époque, condamne la gloutonnerie, mais qui, en même temps, dans notre époque, a vraiment aussi une fonction moralisatrice de notre temps, de la prédation, de toute une certaine culture de l'exploitation que l'on vit et que l'on comprend mieux aujourd'hui. Euh, Franz Snyder, il faut quand même savoir qui il est. Il est formé à l'atelier de Peter Bruegel le Jeune. Il est spécialisé dans les natures mortes, qu'il pratique notamment au sein de l'atelier de Rubens. Il est très réputé pour ses natures mortes d'abondance, justement. Et en 1640, c'est vraiment la décennie où sa facture est un peu plus libre. Elle est très, très énergique où on va retrouver beaucoup de dispositions dans ces natures mortes. Les personnages que sont les deux singes que vous avez ici sont très intéressants parce qu'ils renvoient évidemment à la malice, au chapardage, au vice, au désordre. Donc ça, c'est pour la partie plus histoire de l'art. Dans un cadre d'approche anthropocène, évidemment, si on donne priorité aux vivants, on va s'intéresser à l'éthologie, donc la science des comportements des animaux. On va s'intéresser aussi à l'histoire scientifique, géopolitique, économique, commerciale. Donc, si on s'intéresse à l'éthologie, il faut s'intéresser à ces singes, qui ne sont pas simplement des singes, qui sont des sapajous, ou des capucins. Déjà, redonnons-leur l'espèce exacte à laquelle ils appartiennent qui ici ne jouissent pas d'un traitement de faveur puisque lui est enchaîné et lui, on ne voit pas sa chaîne, mais il porte une boucle d'oreille à l'oreille qui est vraiment le signe de sa domestication. Et le singe tenu en laisse, c'est vraiment la maîtrise du diable, sa suggestion dans l'iconographie religieuse jusqu'au XVIIIe siècle, où ensuite il va vraiment s'affranchir et obtenir un rôle un peu plus enjôleur et libertin, notamment au moment du rococo. Mais on est clairement dans deux êtres vivants qui sont sujets de domestication. Ils sont toujours désignés sous le terme singe, sans relation précise à leur famille d'appartenance, qui est vraiment un signe de des intérêts relatifs pour leur persona propre. Ça amène à des travaux qui ont été faits notamment au cours de colloques avec la convocation de l'expertise de Sabine Krief, qui est une éthologue des primates et qui est capable effectivement de comprendre que les singeries de ces deux animaux, eh bien, ce sont des comportements qui ne sont pas, qui sont vraiment des comportements qui sont liés à leur captivité, qui sont liés à leur stress. Et si on le croise avec l'histoire des tendances à Anvers à ce moment-là, on a une mode du petit singe dans les différentes bonnes sociétés et cercles anversois. Et le petit singe est l'objet d'un braconnage intensif en Afrique et depuis évidemment plusieurs décennies sur le continent sud-américain. Et donc la Compagnie néerlandaise des Indes s'est spécialisée dans la commercialisation de ces petits singes et elle a généré un important trafic d'espèces exotiques. Et c'est aussi ce que traduit la présence de ces deux animaux qu'on retrouve très souvent, alors qu'on retrouve très souvent dans le genre de la singerie même, chez Peter Bruegel l'Ancien, chez David Ténier le Jeune, où le singe va même être déguisé pour vraiment
occuper des rôles d'humains et va vraiment servir à permettre de se moquer de certains travers humains. Mais ces petits singes qu'on retrouve très très souvent chez d'autres, Franz Snyder ou dans son atelier, qui montrent en fait et qui pourraient en fait s'expliquer par le fait que ces singes appartenaient à l'atelier et appartenaient à Franz Snyder même, donc comme une sorte de trophée de sa richesse et du succès de son atelier, mais qui montre aussi que ce sont des sujets qu'on demande énormément et il y a cette matière première-là qui est observée et que l'on retrouve dans plusieurs natures mortes comme celle-ci, où on a des détails assez similaires, où on retrouve la boucle d'oreille, donc qui laisse penser qu'on a le même spécimen, le même individu de singe de Diane ou de capucins. C'est pas toujours très clair pour moi. Et on les retrouve ici encore dans une autre nature morte qui est conservée à Prague. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Sabine Krief, elle explique vraiment dans son étude de ces animaux que la plupart des comportements, un sourire de singe ou, peut exprimer la menace ou la détresse sans que, selon que la bouche est ouverte ou fermée, et bâiller n'est pas un signe de détente, mais au contraire est un signe vraiment de détresse, d'anxiété. Laisser apparaître ses canines acérées, écrit-elle, manifeste de la détresse, de l'anxiété, de l'interrogation et permet de montrer ses armes vis-à-vis de ses autres congénères. Donc on a ici des singes qui sont très souvent grimaçants. Le fait de montrer ses dents n'est pas un signe de gourmandise ou de gloutonnerie, mais du point de vue de l'éthologie, c'est vraiment le signe d'un inconfort et d'un jeu de regard évidemment avec son comparse, puisque on a ici des liens qui sont évidents entre les regards de ces deux spécimens et qui renvoient effectivement non pas à une connivence mais à une défiance. Donc l'anthropocène, c'est aussi pratiquer des lectures éthologiques, des sujets qui ne sont plus que pas simplement des objets symboliques, mais qui sont vraiment des êtres vivants et de comprendre aussi combien la peinture a participé à la représentation très désavantageuse de l'animal, comme un animal qui serait peu fiable, qui jouerait des tours. Et savoir qu'aujourd'hui, 75% des espèces de primates sont en déclin et 60% sont menacées de disparition de nos jours, permet aussi sans anachronisme, mais de réfléchir à quand est-ce que tout cela a commencé. On nous dit que nous sommes dans la sixième extinction, mais cette sixième extinction, elle est vraiment liée à une certaine exploitation des espèces exotiques aujourd'hui. Et on peut effectivement, oui, risquer l'anachronisme, mais pourquoi pas si on transmet toutefois l'histoire de ces natures mortes, l'encodage symbolique qui constitue la commande première de ces œuvres-là auprès de Franz Snyder et de son atelier. Itaï, tu me contrediras peut-être pas là-dessus, mais en tout cas que cette lecture éco-critique, elle permette d'apporter un substrat de lecture. Alors après, sur le Franz Snyder, j'avais fait l'expertise et tous les fruits et les légumes sont de saison. Il y a une absolue concordance. On est dans l'abondance de l'automne, y compris dans les espèces animales tuées. Seulement le homard est hors saison. Le homard n'est pas au menu, mais il est clairement là pour signifier a priori, le standing du commanditaire de cette œuvre-là et bien vraiment positionner ce tableau d'automne davantage aussi du côté d'une sorte de démonstration de santé financière. Donc voilà, ça vous montre un petit peu ce qu'on peut faire avec l'éco-critique et effectivement là, le travail de Nicolas Parti d'articuler avec ses propres interrogations environnementales a fait en sorte qu'on a dans cette exposition une proposition commissariale éco-critique à laquelle moi j'ai participé en fait finalement par mon travail textuel d'accompagnement et de recherche sur les multiples œuvres que Nicolas avait exposées, avait choisies. Donc, c'était aussi toujours se poser la question du dérapage anachronique, la question aussi de pouvoir faire glisser, et c'est certainement une question que j'adresserai à mon prédécesseur, c'est-à-dire vraiment où replacer la question de la subjectivité, de l'intérêt politique, de l'éco-anxiété, quelle place faire dans nos musées et nos expositions
opposition à cette subjectivité-là et à ces lectures que l'Anthropocène permet davantage, puisque le mouvement Scientist Rebellion eh bien, reconnaît aujourd'hui que les scientifiques ne sont pas juste des objets neutres et qui font en sorte que je peux terminer là-dessus et puis adresser en fait ma question à Nicolas pour cette question de l'implication et de l'intrication du politique, du citoyen et de l'artistique au sein de ces diverses institutions. Merci beaucoup.